Presque qu'il l'a par la suite renvoyé au roi du Danemark. Apparemment, avant de l'offrir, les Danois ont transformé le monogramme de Christian VI en un croissant de lune. Le problème, c'est que cette forme en C représente une lune décroissante. Or, la tradition veut que la puissance de l'islam soit symbolisée par une lune croissante. Le dernier quartier de la lune, c'est l'image d'un islam sur le déclin. Ce n'est pas un symbole très indiqué quand on offre un canon à un prince. Mais les traités ne suffisent pas. La piraterie continue de faire des victimes. À Copenhague, un fonds pour payer la rançon des esclaves est créé. C'était une sorte de caisse d'assurance à laquelle tous les armateurs devaient contribuer. L'argent servait à racheter la liberté des captifs retenus comme esclaves en Afrique du Nord. Bien loin des rivages de la Méditerranée, sur la petite île d'Amrum, Oluf Jensen, le père de Hark, tente pendant 10 longues années de réunir la rançon de son fils. Le fonds de soutien créé à Copenhague lui a refusé toute aide financière, au motif que le navire de Hark battait pavillon hambourgeois lorsqu'il a été pris. En plus de ses économies, Oluf Jensen doit emprunter 800 marks. Il envoie l'argent de la rançon en Algérie pour racheter la liberté de son fils. Mais c'est un autre homme qui est libéré, car il porte le même nom. Alors, quand le père se rend à Hambourg, c'est pour rencontrer un inconnu, qui est bien sûr ravi que quelqu'un ait payé sa rançon. Cette confusion sur le nom des prisonniers empêche Hark Olufs de dire adieu à Constantine. Voilà 16 ans qu'il a quitté sa terre natale et 12 années qu'il vit en esclavage. De ce qu'il ressent, de son désir de rester en Afrique du Nord ou de repartir, nous ne savons rien. Mais de ce côté-là de la Méditerranée, son avenir est incertain. Lorsque mon maître atteignit 95 ans, sa santé déclina. Chaque jour, je tremblais qu'il ne meure, car mon sort était lié au sien. Il faut savoir que les esclaves les mieux lotis, ceux qui jouissent de la confiance du chef, s'attirent les foudres du nouveau maître. À l'époque, il était tout à fait courant, lorsqu'un bey était remplacé, et cela arrivait souvent, que tout son entourage militaire et administratif soit purement et simplement éliminé, parce que le nouveau dirigeant n'avait plus besoin d'eux. J'avais prévu de m'enfuir sitôt mon maître décédé, mais il devança mon intention. Il m'annonça que je pouvais quitter Constantine. J'étais libre. Avant de partir, j'allais le voir, je l'embrassai et lui dis « Effendi, je vous remercie pour le pain et le sel que vous m'avez donnés au cours de ces 12 années. Je vous supplie de me pardonner les erreurs que j'ai commises. » Mon maître me répondit « Je vous remercie, capitaine, pour vos services. Et si je vous ai offensé, je vous demande pardon. » Je tombai à ses genoux. Mais le vieil homme me releva. Les larmes inondaient son visage. Il mit sa main sur ma tête et dit « Que Dieu t'accompagne. Garde-toi des boissons fortes, des femmes et des juifs d'Alger. Qu'ils ne te soutirent pas tout ton argent. » Hark rentre chez lui au terme d'un voyage long et difficile. Il passe par Marseille, Lyon, Paris et Hambourg. Enfin, en 1736, Hark retrouve son île natale. Le piétisme luthérien s'est développé au Danemark, ainsi que la pratique de la confirmation.
Lorsqu'il a quitté Amrum, il n'avait pas accompli sa confirmation. Ça n'existait pas. Mais là, pour la première fois sur l'île, une confirmation va être célébrée pour réintégrer Arkolufs dans la communauté chrétienne. En parallèle, il doit verser une forte somme à l'Église pour les réparations des lieux consacrés et le denier du culte. À la différence de Arkolufs, dont la famille a réuni l'argent de la rançon au prix d'énormes sacrifices, le marin Skram est libéré au bout de 3 ans de captivité grâce au fonds danois d'aide aux captifs. Le jeune Norvégien avait pris la mer depuis le port de Bergen, qui appartenait alors à la couronne danoise. Au terme de longues négociations, le Fonds danois d'aide aux esclaves, créé à Copenhague, a réussi à faire libérer l'équipage du Fru Alida. Le fonds a envoyé de l'argent depuis la capitale danoise à Tunis via des intermédiaires basés en Europe et il a été remis à la famille royale tunisienne. En 1750, Skram embarque à la Goulette, le port où il était arrivé les fers aux pieds. Depuis Livourne, il entame un périple jusqu'à Amsterdam, à pied. De là, il prend un navire pour Copenhague. C'est en 1747 que l'autobiographie de Arkolufs est publiée en danois. L'ouvrage connaît immédiatement le succès. Il est traduit en allemand. Son autobiographie a intégré le patrimoine chrétien. Elle était citée pendant les homélies, car après tout, voilà l'histoire d'un homme qui a connu l'esclavage, mais qui n'a jamais oublié sa foi. C'était tout à fait ce que l'Église recherchait. Au fil du temps, l'aventure de Arkolufs a sombré dans l'oubli, mais pas sur l'île d'Amrum. Ici, l'enfant du pays reste un personnage mythique. Après plus d'une décennie, Arkolufs a regagné Amrum. Il est arrivé dans son uniforme de commandant, dont nous voyons ici quelques éléments. Il était très riche. Le bey lui avait donné beaucoup d'argent. Lorsqu'il a retrouvé sa terre natale, il avait 28 ans. Il est tombé amoureux d'une jeune femme qui était déjà fiancée. Mais comme Hark disposait d'une jolie fortune, les fiançailles ont pu être rompues. Le roi du Danemark lui a offert un poste, mais cela l'obligeait à déménager à Copenhague. Alors il a décliné, surtout qu'il avait déjà assez d'argent. Il voulait rester sur son île. Il est devenu receveur d'épaves, mais ce n'était pas l'idéal, parce que les habitants d'Amrum trouvaient toujours les débris avant. Arkolufs n'a pas fait de vieux os. À 46 ans, il est mort brutalement. Il avait 5 enfants. Toute sa famille était à l'église. Et quand ils sont rentrés, il était mort. Est-ce
Le temps varie continuellement sur les côtes des îles Westman au large de l'Islande. C'est un jour d'été de l'an 1627. Gudridur, une jeune femme de 29 ans, est seule chez elle avec son fils. Son mari est en mer. Gudridur est la femme d'un pêcheur des îles Westman. Un de ces jeunes hommes forts qui n'ont pas peur d'affronter l'océan. Le jeune couple a un petit garçon. Ce jour reste à jamais gravé dans la mémoire des habitants de ces îles. Il scelle le sort de Gudridur Simonardottir. C'était un spectacle au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une armée d'hommes a déferlé sur l'île. Ils ont tout pillé et saccagé. Ils brandissaient des épées et des pistolets. Les coups de feu déchiraient l'air. Ils hurlaient comme des loups. C'était horrible. J'aurais voulu me couvrir les yeux, mais j'avais les mains liées dans le dos. Ils ont tranché la tête d'un voisin juste devant moi. Sa femme s'est jetée sur lui en hurlant et s'est évanouie sur son corps sans vie. Ils l'ont traîné comme une vulgaire carcasse. Ils ont débité le mort en morceaux, comme un boucher découpe un mouton. Ils ont emmené sa femme vers les maisons et l'ont jetée avec les autres prisonniers. Je n'ai pas tardé à la rejoindre. Nous étions entassés, femmes, enfants et vieillards gémissants. Il y avait beaucoup